Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Donc, je m'appelle Élise, moi je suis responsable de la relation avec les porteurs de projets chez FEV. Ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce pour ce nouveau webinaire, pardon. La thématique d'aujourd'hui, c'est celle du portage foncier et la collaboration entre les dispositifs FEV et les SAFER. L'idée du coup d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter trois exemples d'installations et de fermes financées pour vous montrer comment le dispositif de portage et la collaboration entre FEV et la SAFER ont permis de sécuriser la transmission pour les cédants et de faciliter l'installation de repreneurs et de la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices. Avec moi aujourd'hui, j'ai trois intervenants. Donc nous avons d'abord Vincent Éclèche. Bonjour Vincent. Bonjour à toutes et tous. Bon, je suis le Et responsable départemental de la Creuse pour la SAFER. exactement. Bienvenue Vincent, merci pour ton Merci. temps. Ensuite, nous avons Nicolas Poulalec. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Élise. Donc Nicolas Poulalec, je suis le directeur départemental du Tarn pour la SAFER Occitanie. Super, merci Nicolas. Et nous avons enfin Karine, qui est chef de projet chez FEV. Salut Karine. Bonjour à tout le monde. Donc l'idée sur cette heure qu'on va passer ensemble, comme je vous disais, c'est de détailler voilà, trois exemples de projets et de partager un peu l'expérience de la collaboration qu'on a eue entre FEV et les SAFER. Les trois fermes d'aujourd'hui sont les suivantes. Donc, on a une première ferme dans la Creuse qui s'appelle la ferme de Loup-Arban, qui est une superbe ferme de 390 hectares en bio, diversifiée, qui a été repris par un porteur de projet qui s'appelle Lucas, dans la Creuse donc. Deuxième exemple, on va aller cette fois-ci dans les Landes, à travers l'exemple d'une ferme de 180 hectares qui a été repris par Vivian et Julie, qui cultivent du maïs. Et nous avons ensuite la ferme de Ducrose, donc le dernier exemple d'aujourd'hui, où là, on va aller dans le Tarn, en Occitanie, où on a une ferme de 17 hectares qui a été reprise par Stéphane, un ancien ingénieur aéronautique, pardon, qui s'est reconverti en agriculteur. Et là, donc, on est sur une ferme de 17 hectares cultivée en grande culture et transformation boulangère. Voilà pour le panel d'aujourd'hui, donc Creuse, Landes et Tarn. La première partie de ce webinaire va être de vous expliquer un petit peu donc le dispositif de portage et la collaboration qui a eu lieu entre la SAFER et FEV à travers un prisme plus de transmission du foncier. Donc, vous connaissez, je pense, pour beaucoup la problématique actuelle du départ à la retraite massif des agriculteurs que connaît le territoire. Et pour eux, voilà, trouver un repreneur fiable avec un financement solide, transmettre le travail de toute une vie qui consiste à la ferme, ce n'est pas toujours évident. Et donc, on va vous exposer un petit peu comment FEV et les SAFER ont pu jouer un rôle clé pour faciliter cette transmission et réussir ensuite les installations. Je vais donner donc la parole à Vincent, directeur départemental de la Creuse, pour nous parler de la première ferme d'aujourd'hui, qui est la ferme de Loup-Arban. Donc, comme je le disais, ferme bio de 390 hectares dans la Creuse. Je vous laisse, Vincent, du coup, nous exposer un petit peu quelle est cette ferme et quels étaient un peu les enjeux autour de la transmission qu'il y avait. Ok, merci Élise. Bon, effectivement, la ferme qu'on a transmise, c'est une exploitation agricole polyculture élevage bio, donc sûrement une des plus belles fermes de Creuse, tout type d'agriculture confondu, si ce n'est peut-être la plus belle. Donc environ 390 hectares de foncier à reprendre, donc à la fois à la vente et à la location, où il y avait également divers bailleurs tiers, hein, donc ce qui complexifie aussi le chantier, donc répartis en deux sites très bien structurés sur des communes limitrophes, euh, donc éloignées de quelques kilomètres, qui supportaient chacun du bâti, donc des bâtiments d'exploitation, également des maisons, avec des salariés à reprendre, du cheptel et du matériel. Finalement, enfin, une très belle entreprise. Donc, par rapport au cédant, qui a su s'adapter donc aux aléas, au contexte agricole auquel il a été confronté tout au long de sa carrière. Donc, un superbe outil de travail. Voilà. Donc après, l'enjeu qui était le nôtre à tous, c'était comment arriver à transmettre une telle structure et à qui. Bon, les cédants, arrivant à leur retraite, on voulait cesser leur exploitation et étaient orientés, comme nous, à l'installation. Mais la difficulté, elle était justement d'aligner les planètes, compte tenu du fait que pour reprendre
une structure comme celle-ci, hein, donc de taille importante, qui mobilisait des capitaux importants, ben, à qui on pouvait la céder et probablement par rapport à des jeunes, ça serait compliqué, quoi. Voilà. Mais finalement, on a trouvé donc les porteurs de projets et on a pu arriver à transformer l'essai. Alors les enjeux, il y en avait plusieurs, hein, comme dans toutes les transmissions, hein, des enjeux humains et sociaux, bah, essayer d'arriver à respecter la volonté des cédants, donc se donner les moyens, bah, de prendre un peu de temps, bah, pour trouver, les repreneurs, hein, tout le monde n'est pas en capacité justement, en tant que cédant, à attendre un petit peu, donc c'est ce qu'on a réussi à faire avec nos cédants creusois, donc à bien les accompagner dans le cadre de leur cessation d'activité, hein, puisque, ben, ça engendre, tout un tas de choses aussi personnellement. Arriver à maintenir, bah, les salariés, puisque quand on reprend une ferme, eh ben, il y a cette obligation de reprendre les salariés. Donc après, par rapport aux cédants, des enjeux patrimoniaux, des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, parce que notre cédant, ben, il dénote, hein, c'est quelqu'un qui est leader enfin, qui était leader dans ce domaine, avec beaucoup d'expérimentation. Donc, des travaux avec le Conservatoire des espaces naturels pour protéger la mulette perrière, donc une moule perrière, donc, qui habite dans une rivière qui traverse enfin, la structure, la création de mares forestières. Donc, on est quand même sur des cédants, entre guillemets, particuliers, quoi. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais des leaders, en fait, un peu dans tous les domaines, que ce soit bien dans la production agricole, production de niches, de blé ancien, de tout un tas de productions, de la coriandre, de la moutarde, enfin bon, jusqu'à essayer de mettre en parallèle donc des enjeux environnementaux très forts, le maintien de la haie, voilà, donc il y a tout ça. Des enjeux techniques aussi, je vous ai dit en préambule qu'il y avait diverses bailleurs, donc pour maintenir l'entité, eh ben, il fallait qu'on ait aussi l'aval des bailleurs, puisque ça pouvait enfin, mettre en péril la reprise si on avait beaucoup de terrain qui partait à d'autres exploitants. Voilà. Donc ça, c'est OK, un peu les enjeux qu'on a rencontrés sur cette transmission particulière. ça marche. Merci beaucoup. J'ai oublié de vous dire au début du webinaire que si évidemment vous avez des questions au fur et à mesure qu'on expose, les projets, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et puis on pourra y répondre. Merci pour ce premier aperçu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup le rôle que la SAFER a joué pour sécuriser le processus de transmission? Pas de souci. En fait, bon, une image, je pense qu'on a joué enfin, le rôle de chef d'orchestre de l'opération, comme dans la majorité des dossiers qu'on a amenés, hein. Donc, du diagnostic, de l'expertise initiale avec le cédant, ben, jusqu'à la signature de l'acte chez le notaire. Donc nous, en ce qui nous concerne, ben, on a utilisé notre technicité, nos outils. Donc il y a le portage, on en parlera après si vous voulez. On a associé au portage de Fèves le portage qu'on a mis en place avec la région Nouvelle-Aquitaine, nos ressources internes, pardon, nos partenaires, ben, les OPA, la DDT, la MSA. On a joué le rôle de guichet unique, hein, bon, comme ben, dans toutes les transmissions qu'on a menées. Et on a construit le dossier en transparence avec FEV et avec l'ensemble des parties, entre les desiderata du cédant et les projets du jeune, quoi. Voilà. OK, Donc, ça a été un dossier ben, complexe, mais qui s'est construit entre toutes les parties. Voilà. très bien. Et est-ce que tu peux du coup nous en dire un petit peu plus de la façon dont a eu lieu la collaboration entre FEV et la SAFER et potentiellement d'autres financeurs aussi, j'imagine? Alors, enfin, non, là, il y a pas d'autres financeurs. En fait, pour permettre la transmission, donc, la SAFER a porté, dans le cadre de la convention qu'on a avec la région, donc un ensemble foncier, donc, la 2e structure, hormis les bâtiments qui ont été achetés par le GAEC Louarban. Et FEV a apporté, une grosse part, enfin, sur la première commune qui est le siège d'exploitation. Et monsieur et madame Durand, donc les cédants, ont conservé du foncier enfin, qui ont mis, pardon, en location, donc, aux jeunes. Donc en fait, comment ça a commencé la collaboration? Souvent, je plaisante avec Simon Bestel. 1er coup de téléphone de Simon, un vendredi soir à 20h, je débauchais, je prenais du carburant, voilà. Je ne connaissais pas Fève et on a échangé en disant voilà, est-ce que vous avez quelque chose à travailler avec nous? Ben, je dis écoutez, moi, monsieur, j'ai des cédants et j'ai une structure, il faut qu'on trouve une solution. Moi,
j'ai pas d'avis, moi. Si c'est une corde de plus à notre arc, ben, bingo, quoi. Voilà. Donc en fait, ça a commencé comme ça. Euh, donc nous, si je me rappelle le déroulé, donc on avait trouvé le repreneur qu'on a mis en parallèle avec Fève. Donc on n'a pas toujours été d'accord avec Simon au départ, hein, voilà, mais tout au long du dossier, on a travaillé bon, avec une volonté commune d'avancer en fait. Il n'y avait pas de barrière. On a travaillé de manière pragmatique, on a construit techniquement les choses et au final, on a réalisé ensemble un très beau dossier. Et je suis très enfin, ravi et reconnaissant d'avoir travaillé avec Fève. Voilà. C'était nouveau, mais bon, la nouveauté, ça fait pas de mal non plus. Et la réalité, c'est qu'on a fait ce dossier, puis qu'on en a fait encore d'autres en creuse, et que ça se passe bien, selon moi. Voilà. Très bien. J'ai une question de Florent qui demande le profil du repreneur qui a repris la ferme de Louardan. Alors, c'est un ingénieur agro. Donc en fait, enfin, ça remplit les volontés du cédant, puisque dans sa tête, le cédant, ben, il voyait bien ce type de profil-là, et en fait, c'est assez rigolo et c'est super que ça soit allé dans ce cadre-là, puisque ben, Lucas était ingénieur agro, donc avec de la famille d'agriculteurs plutôt dans l'est enfin, de la France. Donc là, il a repris le fonctionnement de Monsieur Durand, donc avec tout un tas de productions qui sont complémentaires et puis, euh, comment dirais-je, des expérimentations aussi, donc dans la lignée du cédant en fait. C'était assez rigolo qu'on arrive à trouver un porteur de projet comme ça. Voilà, donc c'est bien. Ok, super, merci pour cette présentation. Euh, Ensuite, alors toujours sur un prisme un peu de transmission, on voulait évoquer donc la deuxième ferme que je vous ai parlé au début, c'est la ferme du Tré dans les Landes. Euh, Là aussi, en fait, dans le cas de la ferme du Tré, on avait un cédant qui était déjà en relation avec la SAFER avant d'être en contact avec FEV. Je vais donner la parole à Karine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est déroulée justement cette installation, cette acquisition? Alors, pour la ferme du Trait, à part le bosque dans les Landes, c'est une ferme qu'on a travaillée en ciblant d'abord la ferme avant d'avoir déjà un porteur de projet. Donc ça, c'est une partie aussi de notre fonctionnement. On va identifier des fermes qu'on trouve intéressantes, qui forment des entités technico-économiques cohérentes avec une maison, des bâtiments, un ensemble foncier qui va permettre vraiment de valoriser cet ensemble et d'avoir des activités qui vont correspondre aussi à nos critères, hein. Donc une agriculture nourricière, bio, diversifiée. Et donc on avait contacté la SAFER des Landes à l'époque pour cette ferme qu'on avait vue, en fait, je pense, sur Propriété Rurale, donc sur le site de la SAFER. Et on commençait aussi à connaître les conseillers fonciers des Landes, donc le relationnel faisait aussi qu'on pouvait discuter un petit peu à bâton rompu de ce qu'il y avait en ce moment sur le marché. Et donc cette ferme, on l'a visitée, elle nous a plu et on l'a diffusée sur notre outil donc, de recherche de porteurs de projets, enfin d'appel à candidature, de recherche de ferme pour les porteurs de projets qui s'appelle Lagrange. Donc tout le monde peut y accéder. Ça s'appelle Lagrange et c'est lagrange.fef.co, le site internet. Donc c'est un centre de ressources vraiment pour tout, qui est complètement gratuit pour toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'installation. Et on a de nombreux outils, de fiches ressources. On peut suivre son parcours d'installation si on est vraiment dans une optique d'installation. Et on a notamment notre outil de recherche de ferme euh, où on publie les fermes qu'on a identifiées et pour lesquelles on va chercher des porteurs de projets, donc en location avec option d'achat, puisque notre fonctionnement, c'est vraiment d'acquérir du foncier des fermes et de les mettre ensuite à bail rural de 25 ans aux porteurs de projets qui ont une option d'achat quand ils le souhaitent. Donc cette ferme-là, elle correspondait vraiment à nos critères. On l'a publiée sur la grange et on a commencé à chercher des porteurs de projets qui étaient intéressés. Et c'est comme ça, en fait, que Vivian et Julie sont venus vers nous. Donc, c'est un couple, ils sont mariés, ils ont 2 enfants.
Et ça faisait vraiment plusieurs années qu'ils cherchaient à s'installer. Je pense que c'était plus de 5 ans, c'était 5 ou 7 ans vraiment qu'ils cherchaient à s'installer. C'était vraiment leur objectif de vie. Ils avaient déjà eu plusieurs fois des déconvenues où ils avaient failli s'installer, ils avaient commencé à travailler et finalement ça avait échoué. Donc ils étaient vraiment, je pense, à deux doigts d'abandonner leur projet parce que ils étaient un petit peu éreintés par ces difficultés dont tu parlais au début, Élise, hein. C'est vraiment très difficile pour un cédant de transmettre et pour un porteur de projet de s'installer. Euh, Finalement, Vivian et Julie ont eu connaissance de notre publication, de notre recherche de porteur de projet sur cette ferme du Trait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Euh, on est rentré en contact avec Vivian et on a commencé à instruire le dossier d'installation sur le Trait. Ok. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu une partie, enfin, selon un prisme un peu plus cédant, comment s'est passée la transmission? Est-ce que tu as des éléments sur les échanges entre cédant, Safer et Fève? Alors, Pertinent pour j'ai toi. quelques éléments après, pour être complètement honnête, c'est pas moi qui me suis occupée des échanges à l'époque parce que j'étais pas encore arrivée chez FEV. Mais effectivement, les cédants, bon, voilà, étaient déjà en contact avec la SAFER. C'était aussi, voilà, c'est une ferme qui fait presque 200 hectares, avec une maison, avec des bâtiments, notamment un bâtiment pour stocker, sécher le maïs. Donc c'était une très grosse ferme en fait de production et aussi de stockage de maïs. Euh, une ferme en conventionnel. Et voilà, dans le cadre de la préparation de sa retraite aussi, le cédant avait commencé à contacter la SAFER et était déjà en relation avec la SAFER. Et nous, quand on a identifié cette ferme, qu'on est venu la visiter, le cédant était bien sûr d'accord pour qu'on puisse donc publier la ferme et trouver d'autres personnes qui seraient pas des potentiels acquéreurs, puisque c'est ça en fait euh, la valeur ajoutée, l'atout que va apporter Fève à un cédant qui cherche à transmettre sa ferme, c'est qu'on va permettre d'accéder à un public un petit peu différent qui ne pourrait pas se permettre d'acquérir vraiment en propre, de lever de la dette pour pouvoir acquérir cette ferme, puisque c'est des montants très très importants. Là, on a une maison, des bâtiments, presque 200 hectares de terre. Donc, c'est des montants qui sont autour d'1 million d'euros. Donc, très difficile pour quelqu'un qui arrive, et surtout non issu du milieu agricole, on sait qu'ils sont de plus en plus. Euh, le fait de pouvoir effectivement proposer sa ferme sur notre site Lagrange en cherchant des porteurs de projets en location avec option d'achat, en se portant, nous, la foncière acquéreur des terres, était une possibilité supplémentaire pour le cédant pour avoir des chances de trouver repreneur et de trouver quelqu'un à installer sur la ferme qui serait fermier dans un premier temps, en tout cas sur sa ferme. Donc c'était vraiment des possibilités qui l'intéressaient. Très bien. Merci Karine. Juste quelques petites questions sur le fonctionnement de Fève, si tu peux nous en dire un petit mot. Quels sont les engagements que le repreneur a envers Fève et avec quels fonds on acquiert les fermes aujourd'hui, si tu peux nous... Ouais. Alors effectivement, deux bonnes questions qui sont des éléments très très importants, nous, dans notre fonctionnement. Quels sont les engagements du repreneur? Alors, on a aussi des critères, bien sûr. On va pas pouvoir installer le premier venu, la première venue, entre guillemets, sur des fermes. Donc, il faut que ce soit des gens qui soient expérimentés sur les ateliers qu'ils envisagent. Donc là, vous voyez, en plus, c'est une ferme très diversifiée en grande culture, mais que Vivian est en train de diversifier avec d'autres ateliers. C'était une ferme en conventionnel qu'il est en train de convertir aussi en bio. Donc, bien sûr, des porteurs de projets compétents, des porteurs de projets qui ont les formations, qui ont l'expérience, qui vont avoir un projet nourricier et qui vont travailler en bio, ou en tout cas qui vont convertir la ferme dans les 5 ans. Donc ça, c'est nos premiers critères. Et donc, bien entendu, le porteur de projet s'engage à faire cette conversion en bio. Il s'engage à respecter notre charte agroécologique. Donc, on a une charte agroécologique que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Je pense que
Eva, qui coordonne ce webinaire, pourra vous donner l'adresse pour pouvoir lire notre charte agroécologique. Elle se fonde sur une agriculture bio, avec bien sûr, en fonction de l'atelier qu'on va avoir, si c'est de l'élevage, de la grande culture, des éléments complémentaires au bio sur la biodiversité, sur la circularité dans la ferme, sur l'économie circulaire, euh, voilà, sur l'entretien des haies, etc. Donc, c'est vraiment le plus gros engagement, c'est ça. Il y a aussi un engagement financier, effectivement, puisque le porteur de projet va apporter quand même 2,5% du montant d'acquisition sous forme de part, en fait. Donc, c'est de la capitalisation qu'il va apporter. Donc, c'est vraiment ces deux engagements-là. Et bien sûr, on s'engage aussi à continuer à travailler main dans la main, puisque on n'a pas, une fois qu'on a installé des porteurs de projets sur une ferme, on n'est pas dans une simple relation de propriétaire-bailleur à fermier. On est vraiment dans une relation de collaboration, de suivi. Et on a des équipes dont le rôle est de suivre les fermes sur le long terme. Donc, ils rentrent en contact au moins une fois par an, mais plus, hein, souvent pour prendre des nouvelles, pour savoir s'il y a des projets de développement, faciliter peut-être le développement de certains ateliers via des partenariats qu'on construit. Euh, Éventuellement réinvestir dans la ferme, et ça a été le cas pour Vivian, on est en plein travaux en ce moment d'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments. Donc ça, c'est FEV aussi qui a réinvesti une partie sur ces panneaux photovoltaïques. Donc on suit aussi vraiment sur le long terme nos fermes, puisque notre objectif, c'est vraiment, enfin nos fermes entre guillemets, bien sûr, entre gros guillemets, puisque c'est quand même les exploitants qui les gèrent au quotidien, mais pour s'assurer de leur pérennité tout simplement et du fait que les porteurs de projets vont bien aussi sur leur ferme et que tout se passe bien pour eux et pour leur exploitation. Ok. Et la deuxième question, c'était Les d'où vient finances. l'argent? D'où vient l'argent? Alors, Fève, on a créé une foncière. Donc, l'argent vient de cette foncière. Une foncière, c'est comme une grosse tirelire qui va collecter de l'argent et qui va acheter toutes les fermes en France, puisqu'on n'est pas que sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, on est présent partout en France. Et donc, cette grosse tirelire collecte de l'argent, de l'épargne privée, de gens comme vous et moi autour de la table qui cherchent en fait à épargner de l'argent et qui, plutôt que de le mettre sur son livret A, comme on pourrait le faire, sans savoir ce que ça va vraiment trop financer, là, on sait que voilà, en mettant nos économies, un petit peu d'argent sur la foncière fève, on sait que ça va servir à acheter des terres, que ça va servir à installer concrètement des agriculteurs en levant justement ce frein d'accès au foncier. Et ça, c'est vraiment, on a une communauté d'investisseurs très très engagés là-dessus. Donc la majorité de l'argent qu'on a collecté dans la foncière provient de cette épargne de particuliers, en fait, qui cherchent vraiment à avoir un impact au niveau de leurs finances. Et de plus en plus, on a aussi des fondations qui maintenant qu'on a installé quand même plus d'une trentaine de projets sur le territoire, nous font confiance et donc nous suivent dans des programmes pluriannuels sur des sommes de l'ordre du million d'euros, et également l'État via la Caisse des dépôts qui finance aussi via des contrats pluriannuels FEV pour nous aider à continuer à acheter des fermes et faciliter l'installation, le renouvellement générationnel. Voilà, donc des gens comme vous et moi, à partir de 500 euros, c'est accessible. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet fev.co. Il y a une partie dédiée aux investisseurs. Merci Karine. Je vais avancer sur la troisième ferme dont on voulait vous parler aujourd'hui. Et puis je pense que sur le temps qui nous restera ensuite, on prendra les questions. Troisième ferme du coup pour aujourd'hui, donc c'était la ferme de Ducrozes dans le Tarn. Donc on va voyager jusqu'en Occitanie. Je vais donner la parole à Nicolas, donc le directeur départemental de la SAFER du Tarn. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette ferme et du projet d'installation de Stéphane? Oui, alors si on remonte dans l'histoire, Stéphane Vidal en fait a fondé un fournil sur la commune de Parisot en 2021. Et en fait, donc il était bénéficiaire d'un commodat sur une dizaine d'hectares. Et il est venu nous solliciter en octobre 2023,
puisqu'il allait perdre les terres qu'il avait en Commoda. Donc on avait les 17 hectares et demi dont il est question aujourd'hui sous le coude, puisqu'on avait négocié avec le cédant. Et puis on avait veillé à ce que les terrains puissent être à la fois cultivés pour qu'on ne perde pas de valeur agronomique, mais à la fois qu'on puisse libérer les terrains en cas de reprise par un autre exploitant. Et donc on a cherché avec Stéphane une solution de portage, parce que Stéphane a 49 ans aujourd'hui. Il a un circuit de distribution puisqu'il fait de la vente directe sur son fournil. Il est paysan boulanger, hein, donc peut-être que je commence par là. Voilà. Donc on a proposé entre Stéphane et nous la solution de portage via Ferme Envie. Donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de rendez-vous sur le terrain pour voir la faisabilité, pour voir l'opportunité. Il s'avère quand même que ces 17 hectares et demi sont d'un seul tenant. Donc c'est vrai que du côté de Fèves, ça a été réactif. On a pu se rendre sur site, partager pas mal, voir et éventuellement envisager des projections. On a fait pas mal d'études, hein, que ce soit études de sol, études par rapport au coût d'acquisition, hein, parce qu'il faut qu'on reste dans des prix qui sont en phase avec le marché. Et puis une fois mis bout à bout, ça allait assez vite, hein. Je crois qu'en l'espace de 6 mois, on a réussi à mettre tous les éléments en place. Eh bien, ça c'est et puis après humainement en plus ça s'est très bien passé, hein, que ce soit entre Stéphane, Ferme Envie nous et Stéphane et nous. Et donc au bout de 6 mois, on a réussi à tout mettre à plat, tout mettre en perspective. Et donc on a abouti avec une signature le 9 juillet 2024. Voilà. Et donc depuis, Stéphane a pu récupérer ces terres-là via le portage de Ferme Envie pour continuer sa production de paysans boulangères. Et comme en plus, il y a eu un petit peu plus de surface que dont il bénéficiait via le Commoda précédemment, eh bien, il a pu continuer à développer son activité. Donc, c'est gagnant en tout point pour Stéphane et je suis vraiment ravi pour lui. Très bien. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quel moment dans le processus Fève a été au contact de la SAFER et de Stéphane? Bon, en fait, on l'a fait assez vite. Stéphane avait manifesté l'envie de pas forcément être propriétaire. Donc, voilà, il fallait trouver une solution de portage. On en a étudié plusieurs. Et en fait, c'est avec Ferme Envie que, et en termes de philosophie, d'approche, par rapport à ce que vous avez exprimé sur votre charte, c'est là que ça a matché entre Stéphane et Fève. Et donc, on a vraiment travaillé main dans la main au service de Stéphane, parce que l'idée, c'était de pouvoir lui maintenir une production suffisante pour qu'il puisse continuer sa production paysan boulangère, puisque à la fois, il est agriculteur, il produit des céréales et des blés anciens notamment. Et après, il transforme lui-même et il fait son pain lui-même. Et il va même jusqu'à la vente. Donc, de ce point de vue-là, c'était bon. Il fallait trouver vraiment la bonne solution de portage qui convienne le plus et le mieux, à la fois économiquement et philosophiquement à Stéphane. Et l'option ferme en vie était une évidence pour Stéphane après étude du dossier ensemble. Ok. Merci pour ta réponse. On l'a dit au départ, Stéphane, c'est un ancien ingénieur en aéronautique qui s'est reconverti en agriculteur. Du coup, on est sur un profil effectivement de quelqu'un qui n'était pas dans l'agriculture initialement. Karine, est-ce que c'est quelque chose, un petit type de profil que vous voyez passer souvent chez FEV? Ouais, on en voit passer pas mal. Alors, je crois que dans les stats nationales, que ce soit chez FEV ou partout, c'est. Alors, peut-être que Nicolas et Vincent le sauront mieux que moi, mais je crois que c'est 60%, 50%, 60% des gens veulent s'installer en agriculture qui sont. Alors, on a cet acronyme NIMA, ça qui signifie non issu du milieu agricole ou hors cadre familial. Donc, qui sont des gens, voilà, qui n'ont pas leurs parents qui sont agriculteurs. Et donc ces gens-là, ils ont d'autant plus de mal à s'installer que bah, ils doivent mobiliser des fonds énormes et voilà, ils n'ont pas la ferme de leurs parents qui peut leur permettre d'assurer cette installation. Donc effectivement, on en rencontre pas mal. Alors je saurais pas dire quel est le pourcentage chez FEV, mais effectivement, je pense que étant donné que nous on apporte une solution quand même de financement sans doute un petit peu plus élevée qu'au niveau national, tout confondu. Mais on a aussi bah, des gens voilà, qui veulent revenir à l'agriculture, dont les parents étaient agriculteurs ou qui veulent s'installer hors ferme familiale. Mais effectivement, des porteurs, des profils comme Stéphane,
on en retrouve souvent. Voilà, pour compléter ce que dit Karine, parce que j'abonde ce qu'elle dit, Stéphane, c'est un exemple type. On le voit bien, on a beaucoup de porteurs de projets hors cadre familiaux, tel que l'a présenté Karine. Et en termes de tranche d'âge, on est plutôt sur 35-50. C'est assez large, donc avec des gens qui ont déjà une première expérience professionnelle non issue du milieu agricole et non agricoles. Et ce sont des gens qu'il est important de venir capter, puisqu'ils sont souvent sur soit des productions qui sont totalement intégrées, comme on le voit sur Stéphane, ou comme on a pu le voir en Creuse, ou avec de la diversification, ce qui permet d'avoir des exploitations agricoles un peu plus résilientes face à des aléas, que ce soit climatiques ou de maladies. Ok. Euh, Très bien, merci. Si je prends une question un peu large qui peut concerner à la fois FEV et les SAFER, j'ai une question de Laure qui demande sur quelle base les projets technico-économiques des repreneurs sont-ils sélectionnés et quel accompagnement on fait des porteurs de projets à l'installation. Je pense que à la fois la SAFER et à la fois FEV peut peut-être apporter des éléments spécifiques. Ouais, alors je peux peut-être commencer. Donc effectivement, à partir du moment où on va se déplacer sur la ferme, euh, c'est-à-dire qu'on aura déjà identifié un porteur de projet qui a ces prérequis dont on a parlé tout à l'heure, une ferme qui nous intéresse avec un projet cohérent du porteur de projet sur cette ferme. Et donc, on se déplace, on visite la ferme, on rencontre le porteur de projet, la SAFER. Très souvent, nous, notre rôle aussi, c'est de réévaluer la ferme, hein, on a nos propres outils d'évaluation et on travaille main dans la main avec la SAFER là-dessus pour éventuellement faire une négociation pour être sûr qu'on va acheter une ferme qui est au bon prix dans le territoire. Et une fois que voilà, ce volet-là est fait sur la ferme, on va là rentrer dans une phase vraiment d'analyse technico-économique et financière aussi du projet du porteur de projet. Donc on va s'appuyer bien sûr sur des budgets prévisionnels sur le projet du porteur de projet. On va demander à ce que ce budget prévisionnel soit établi avec une personne compétente, un organisme compétent. Alors ça peut être la Chambre d'agriculture, ça peut être le CERF-France, ça peut être son comptable, mais en tout cas quelqu'un qui est intégré dans le territoire et qui va connaître les ratios technico-économiques et qui va connaître les conditions pédoclimatiques de l'endroit et qui va pouvoir voilà, nous permettre de vérifier que ce prévisionnel a été construit sur des hypothèses prudentes et que bah, en cas d'aléa, on le sait très bien, l'agricole, rien n'est garanti. On va pouvoir, le porteur de projet va avoir voilà, de quoi se retourner et une trésorerie aussi suffisante. On demande aussi des prévisionnels de trésorerie. On peut demander aussi à d'autres partenaires quand on sent que le projet est très gros, que le porteur de projet voilà, c'est un petit peu plus compliqué. On peut demander à des partenaires de venir nous aider. On se rapproche, comme des courtiers par exemple, on se rapproche de plus en plus des banques dont on n'a pas parlé encore, mais qui sont des acteurs dans ce tour de table très très important pour ces installations, parce que sans les banques, enfin, très très souvent, nous, beaucoup de nos porteurs de projets, alors c'est pas le cas de tous, mais beaucoup de nos porteurs de projets doivent aussi faire un prêt bancaire pour pouvoir acheter le cheptel, pour pouvoir acheter le matériel, pour pouvoir financer peut-être aussi une partie de leur part de leur dépôt de part chez FEV, puisque quand la ferme a un montant important, 2,5% du montant important, ça fait aussi un montant important pour le porteur de projet. Euh, donc, on travaille aussi de plus en plus main dans la main avec les banques pour pouvoir vraiment anticiper tout ça et accompagner le porteur de projet. Donc, notre rôle, c'est vraiment de faire cette analyse technico-économique, de rediriger le porteur de projet vers les bons partenaires dans les territoires, vers la chambre d'agriculture, vers le comptable, vers le banquier. De donner à ces partenaires-là tous les éléments nécessaires à leur bonne analyse de leur côté du projet du porteur de projet. Travailler main dans la main avec eux, voilà, en toute transparence, en s'échangeant les informations avec nos compétences qui sont complémentaires. Pour pouvoir aboutir à une validation définitive par notre comité d'investissement de notre foncière, puisqu'effectivement,
Moi, en tant que chef de projet en Occitanie, sud de la Nouvelle-Aquitaine, je vais faire cette analyse, je vais constituer ces dossiers et je vais les présenter à notre comité d'investissement qui nous donnera donc un avis, une validation pour l'acquisition de la ferme pour mettre ce porteur de projet en fermage sur ses terres et ses bâtiments et maisons parfois. Donc ça va être ça globalement. Et ensuite, on va s'occuper de toute la partie administrative du relationnel avec les notaires, la SAFER, les signatures de promesses d'achat, etc. On va suivre tout le déroulé jusqu'à la signature finale d'achat avec signature le même jour du bail rural de 25 ans qui va lier notre foncière avec le porteur de projet exploitant. Merci Karine. Peut-être côté SAFER, Vincent ou Nicolas, si vous pouvez nous faire un petit résumé de la dynamique de l'accompagnement justement qu'il peut y avoir des porteurs de projets. Ben, écoute, il n'y a pas de souci. En fait, ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, effectivement, Lucas, et bien sûr, il a fallu aussi qu'il contracte des prêts bancaires, notamment par sa structure d'exploitation, mais aussi à titre privé. Et le portage, nous, qu'on a mené par le biais de notre convention en région, donc le partenaire, le Crédit Agricole, pour ne pas le citer, s'engage aussi, lui, à cautionner les opérations. Donc en fait, comment ça s'est passé? C'est ce que Karine vient de dire, hein, sauf que nous, c'était en tout début du process. Il s'est trouvé que la ferme qu'on avait à transmettre était dans la philosophie de ce que FEV souhaite comme projet accompagner. Donc nous, le, j'ai dit qu'on avait eu un peu le rôle de chef d'orchestre. Oui, on a fait un peu de l'artisanat, si je puis me permettre. C'est que on avait des cédants, une grosse structure, des maisons, des salariés. Et donc on essaie d'agglomérer toutes nos ressources, tous nos partenaires. La chambre a bossé dessus pour le dossier de la société d'exploitation. Enfin voilà, donc on était au carrefour des chemins et on a construit le dossier tous ensemble, en transparence, de façon à arriver à transmettre cette formule-là, quoi. Voilà, donc Très c'était bien. pas évident au départ, puisqu'on part de quelque chose de complexe. On a réussi à le transmettre parce que les gens ont joué le jeu, quoi. Voilà. Et pour revenir sur la ferme de Louarban, puisque tu as la parole, Vincent, j'ai une question sur les bâtiments et les maisons de cette première ferme. Qui, du coup, a financé la partie bâtie? Alors, Lucas a acheté sa maison, donc une maison du cédant, parce que voilà, et quand on arrive en tant que cédant, on veut réaliser aussi du patrimoine. Donc il se trouvait que c'est quand même mieux quand on est exploitant agricole d'habiter à côté de son siège d'exploitation. Donc Lucas a acheté une maison avec un ensemble foncier. Tout ce qui était bâtiment d'exploitation donc a été acquis par le GAEC. Également donc des dépendances et une maison qui était mis à disposition d'un des salariés sur le premier site. Et sur le second site, c'est aussi le GAEC qui a acheté donc les bâtiments d'exploitation. Donc c'est le GAEC Louarban qui est propriétaire donc, de ces bâtiments d'exploitation. Alors après, je pense que parce que c'était aussi un choix des porteurs de projets, puisque Karine l'a bien dit, dans la ferme du Trait, si je ne me trompe pas, il y a des bâtiments et c'est FEV qui les porte. Mais nous, ça a été construit comme ça, d'une volonté partagée, en fait, que les jeunes puissent acheter une partie des bâtiments à titre perso, parce qu'ils souhaitaient le faire, alors que FEV pouvait le faire aussi. Ça a été une discussion qui a été faite entre FEV et puis le porteur de projet. Voilà, mais je pense que ça peut s'adapter, en fait, parce qu'effectivement, la charge bâtie peut fragiliser ou rendre plus difficile la reprise. Mais là, il se trouvait que ça fonctionnait, que c'était une volonté des parties. Voilà. Donc après, il ne faut rien s'interdire et c'est à étudier au dossier, en fait, j'ai envie de dire. Très bien. Il y a quelques questions les montants des trois projets qu'on a évoqués ici. Juste pour avoir un peu des ordres de grandeur, je pense que ça peut être intéressant. En commençant par Louarban, Vincent, est-ce que tu saurais nous dire à peu près l'enveloppe que ça a concerné cette reprise? Ah en termes d'immobilier, on était à plus du million.
Après, il faut rajouter le cheptel et le matériel. Donc, oui, c'est plusieurs millions, quoi. Ok. Tout aggloméré. Après, le calcul de tête, je l'ai plus là. Mais oui, puisque ce que FEM a stocké, il y en a pour presque 800 000 euros. Nous, on en a porté 400 000. Hmm. Les maisons qu'ils ont achetées, il y en a pour 150 000 euros l'une. Après, voilà, donc on dépasse le million d'euros rien que pour l'immobilier, quoi. Voilà. Après, si ça intéresse d'autres personnes, je suis en capacité de le dire. Il Hmm. n'y a pas de souci, hein, mais bon, voilà, on était sur le travail de toute une vie pour le cédant ce qui rend complexe aussi une transmission déjà classique, mais lorsqu'on a des jeunes et qui n'ont pas forcément les capitaux disponibles, donc il faut faire appel à toute l'intelligence, à tous les partenaires qui veulent bien relever les manches et puis rentrer dans la mêlée, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, en vous montrant aussi les trois fermes d'aujourd'hui, ça montre aussi un panel de types de fermes assez large, avec des surfaces aussi qui sont assez diversifiées. Pareil, Nicolas, du coup, sur la ferme de Ducros, qui est plus petite, hein, donc c'est 17 hectares, comme je le rappelle. Pareil, est-ce que tu peux nous donner des enveloppes sur Oui, ce alors, projet? alors nous, on n'avait pas c'est un dossier pour lequel il n'y avait pas de bâti, puisque Stéphane avait déjà sa structure, son fournil, il l'avait déjà créé. Donc on est uniquement sur l'achat de terres agricoles, et donc on est sur une enveloppe de 170 000 euros. Donc voilà, il y a tout type de projet. Ce qui est important, c'est d'accompagner tous les porteurs de projets, tous les projets, et qu'on ne se focalise pas uniquement sur des budgets. Non pas que je ne veux pas qu'on en parle, parce qu'on est transparent, mais c'est tous les porteurs de projets qui doivent avoir leur chance. Le taux de renouvellement en Occitanie des agriculteurs est de l'ordre de 40%. Donc techniquement, il faut qu'on arrive à accompagner par tous les moyens. Je dis souvent, on a une obligation de moyens, pas forcément de résultats. Les 60% des cédants qui n'ont pas de repreneur et pour lesquels on œuvre tous les jours. Très bien, merci. Bah, d'ailleurs, les trois exemples qu'on a aujourd'hui ils montrent effectivement la diversité des reprises qu'il peut y avoir et du coup la diversité des enjeux derrière. Petite question ensuite de Jean-Philippe qui me paraît intéressante. Peut-être Karine, si tu peux y répondre. Est-ce que aujourd'hui toutes les transactions sont faites par la SAFER, enfin, sont faites en collaboration avec la SAFER ou pas? Et du coup, quels peuvent être les différents degrés d'intervention entre la SAFER et FEV? Bonne question, bonne question. Alors, la réponse est non. Euh, alors, on travaille, nous, dès qu'on peut avec la SAFER, hein, main dans la main. Et nous, je veux dire, c'est largement bénéficiaire de travailler avec la SAFER puisque ça apporte des compétences complémentaires, des compétences ancrées dans les territoires. Ça apporte de la fiabilité au dossier, un suivi main dans la main. Donc nous, on est largement favorable à ce que la SAFER intervienne. Néanmoins, c'est pas nous qui décidons cela. C'est vraiment les cédants, les vendeurs qui décident par quel biais ils peuvent vendre leurs biens. Et donc nous, on leur expose la situation de façon très objective quand ils ne se sont pas, eux, déjà rendus, tournés vers la SAFER et que c'est une ferme qu'on découvre hors SAFER. Ça arrive quand même assez souvent. On leur explique très objectivement, voilà, aussi comment va intervenir la SAFER, comment ça se passe. Pour eux, ça leur coûte pas plus d'argent, ça facilite, ça va plus vite pour le porteur de projet parce qu'il va obtenir son autorisation d'exploiter aussi plus rapidement, ça fiabilise quand même grandement la transaction. Donc nous, on expose objectivement le rôle de la SAFER et on les met en contact avec justement nos contacts qu'on a dans le département de la SAFER, qu'on commence voilà, maintenant à connaître bien puisqu'on commence à avoir à installer des projets euh, dans les différents départements. Donc, ce qui permet après de faire un rendez-vous avec le cédant pour lui exposer vraiment voilà, comment la SAFER va intervenir, comment ça va se passer. En tout cas, si la SAFER n'est pas encore mise dans la boucle et que le cédant est d'accord, la SAFER intervient ensuite très rapidement pour évaluer avec FEV la ferme, pour être sûr qu'on est bien sur des prix du marché, qu'on n'est pas hors marché, et puis pour suivre la suite de la transaction, une fois que de notre côté c'est validé, il y a aussi
un comité départemental SAFER, mais bon, je vais peut-être pas le présenter à leur place, ils pourront peut-être mieux le présenter que moi, mais voilà, qui va pouvoir aussi permettre de valider l'attribution des terres au niveau de la SAFER pour le porteur de projet. Et ensuite, une fois que le comité FEV d'investissement est passé, le comité SAFER est passé, on signe une promesse d'achat avec la SAFER, donc là, ça va très vite. On signe une promesse d'achat et ensuite, bah, il se passe... enfin, on a candidaté avant aussi hein, sur les terres en général. J'ai oublié cette petite, euh, ce petit jalon-là. Une fois qu'on est passé au comité, on signe la promesse d'achat et puis après, dans la foulée, en général, un mois et demi après, on peut signer. S'il n'y a pas d'accord bancaire complémentaire du porteur de projet à avoir, s'il doit faire l'acquisition, lui, de matériel de cheptel. Donc en général, c'est ça qui nous fait attendre un peu plus. Mais si tout est bon côté banque ou qu'il n'a pas de prêt, on enchaîne assez rapidement après avec la signature définitive. Très bien. Est-ce que Nicolas ou Vincent, si vous voulez rebondir, réagir? Ouais, ouais, non. Il faut bien comprendre que d'un point de vue SAFER, les choses sont aussi très claires. On est extrêmement transparent sur toutes les opérations que nous conduisons et on accompagne tous les dossiers, tous les porteurs de projets, quand bien même ça réussit pas toujours, mais on essaye en tout cas. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on fait un appel à candidature, puisque les SAFER sont des sociétés anonymes à but non lucratif, mais restent sous la tutelle de l'État. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut et on ne fait pas n'importe quoi. On est régi par le Code rural et de la pêche maritime, et puis par le SDREA, donc schéma directeur régional des exploitations agricoles. Donc, on a des rangs de priorité, quand on peut déroger, mais il faut pouvoir le justifier. Et donc, ce que je voulais préciser, c'est que tous les dossiers qui sont traités par le comité technique, enregistrés dans le Code rural, font l'objet d'appels à candidature, donc avec des affichages en mairie, site de préfecture, site de la SAFER, et puis un journal local en fonction des départements. Et après, effectivement, le comité technique, c'est vraiment la démocratie foncière, puisque toutes les instances liées de près ou de loin au sein des départements sont représentées. Les régions ont aussi un siège, le département a un siège. Et donc, ce sont les membres du comité qui vont arbitrer et orienter le foncier en fonction des projets, tout en restant dans un cadre réglementaire qui nous est fixé par l'État. Donc, c'est très plaisant parce que ça permet vraiment d'inscrire les porteurs de projets dans nos territoires et de les inscrire avec toutes les parties prenantes autour de la table. Donc, vous évoquiez la MSA, mais il y a aussi des banques, des assurances, des chasseurs, conservateurs des espaces naturels, les 4 syndicats agricoles, la Chambre. Voilà, il y a vraiment tout le monde. Et ça permet d'ouvrir les portes et vraiment de faire entrer surtout quelqu'un qui est hors département, hein, comme on le voit sur certains dossiers, de les inscrire dans notre département, d'avoir des jalons, voilà, et de fluidifier leur installation. On est un élément, mais Vincent l'exprimait très bien en préambule, on est le catalyseur, et après on apporte du liant pour faire avancer et réussir le plus possible les dossiers. Ben, moi, je partage ce que vient de dire Nicolas, hein, je n'ai pas grand-chose à rajouter. De plus, on n'est pas la même affaire, mais on est soumis aux mêmes règles, hein, donc appel à candidature, passage en comité technique, tout à fait, quoi. Voilà, donc merci Nicolas de tes précisions. Il y a juste une petite question de précision dans le cadre du comité avec la SAFER. Qui est l'attributeur? Est-ce que c'est FEV ou est-ce que c'est le porteur de projet, concrètement? Alors là, ça fait en comité technique, comme je l'ai exprimé, notre tutelle, donc le ministère de l'Agriculture, valide une acquisition. Donc là, en l'occurrence, l'acquisition, c'est Ferme en Vie, avec un cahier des charges bien spécifique qui est adapté à chaque projet en termes de durée. Et on valide aussi un exploitant. C'est-à-dire que si demain l'exploitant devait être changé, puisque c'est l'autorisation d'exploiter, pardon, qui est attribuée, qui est donnée de facto dans toutes les opérations de SAFER, revient à l'exploitant. Et si par malheur il se passe quelque chose et que l'exploitant devait sortir, FEV devra nous présenter un nouvel exploitant pour le faire valider en comité technique. On le fait sur tous nos dossiers de portage, voilà. Mais non, non. Donc, l'acquéreur, c'est FEV, sachant que le porteur de projet a à minima 2,5% des parts de la structure de FEV qui achète le foncier. Et après, donc, l'attributaire pour exploiter, c'est le porteur de projet. Super, merci Nicolas.
Il y a quelques questions que j'ai pas prises liées un peu au fonctionnement de FEV avec l'option d'achat, le rachat des parts sociales, etc. Donc sur ce sujet-là, on va vous noter les questions et y répondre par écrit, je pense, quand on vous enverra le replay, parce que je voulais juste ouvrir une dernière petite partie sur le post-acquisition ou le post-installation ensemble. Aujourd'hui, chez FEV, pour rappel, on a 5-6 ans d'ancienneté. Donc, on commence à avoir financé environ une quarantaine de fermes sur le territoire, parmi les trois qu'on vous a présentés jusqu'à présent. Donc, le sujet post-installation émerge forcément. Donc, je voulais juste faire réagir Karine et puis Nicolas et Vincent sur les enjeux post-installation, post-acquisition. Alors, Karine, peut-être juste pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les enjeux de FEV sur le post-acquisition et puis dans un deuxième temps, comment la SAFER peut intervenir sur ça? Oui, bah, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, comme je disais qu'on n'avait pas qu'une simple relation de fermiers et de propriétaires bailleurs avec les personnes qui s'installent sur les fermes qu'on achète. Pour les trois, enfin, on s'assure vraiment, hein, on fait des points annuels avec eux. Au départ, quand ils s'installent, on fait aussi un diagnostic global de l'exploitation, socio, technico-économique. Enfin voilà, on va regarder sur toute l'exploitation. Ça va nous permettre de nous faire remonter des indicateurs qui vont servir à plusieurs personnes, à l'exploitant lui-même, puisque c'est des indicateurs qui vont pouvoir l'aider, l'aiguiller aussi enfin, devenir des outils d'aide à la décision pour ses orientations technico-économiques. Des indicateurs qui vont servir à FEF, parce que nous, on est une entreprise à mission, on est une entreprise quand même de l'économie sociale et solidaire, et on doit s'assurer que on remplit toujours notre mission d'installer, voilà, de renouveler la génération d'agriculteurs, d'installer des personnes qui vont travailler en bio, et on a envie, voilà, de s'assurer que ces agriculteurs-là euh, sont sur des fermes bah, qui fonctionnent bien, qui sont pérennes, qui sont bien dans leur peau aussi, qui sont heureux dans leur métier, que tout se passe bien. Donc c'est important pour nous de remonter ces indicateurs et c'est important aussi pour les investisseurs. On en a parlé aussi tout à l'heure, les investisseurs dans la foncière qui sont des personnes engagées, qui ont envie que leur argent serve à acheter des fermes pour installer des gens et qui sont qui attache une importance énorme à pouvoir suivre aussi bah, les fermes qu'on a achetées, qu'est-ce qui se passe, quels sont les différents ateliers qui se développent, est-ce que tout va bien. Donc effectivement, sur ces trois fermes-là, on a des personnes voilà, qui les suivent chez FEV et on a bah, tous les ans, on fait un petit point sur l'exploitation et aujourd'hui, ces trois fermes bah, vont très bien. Au niveau de la ferme du Trait dans les Landes, bah, on était sur une très grosse ferme en conventionnel de maïs. Donc, il y a un remodelage de cette ferme qui est en train de se faire par Vivian et Julie pour l'adapter à un modèle économique en bio qui va être complètement différent. Donc, effectivement, on est sur des cultures en polyculture avec du maïs notamment. Mais Vivian est aussi en train de développer du maïs, du soja, du tournesol. Et Vivian développe donc un atelier aussi de pommes de terre avec de la transformation en chips en bio. Petit à petit, il est en train de convertir aussi l'exploitation en bio. Il est en train de réfléchir aussi peut-être à des plantations arboricoles et notamment du kiwi. Voilà, il réfléchit aussi à ces débouchés commerciaux pour pouvoir valoriser au mieux sa production. Donc ça, c'est des choses qui se produisent sur le trait et tout se passe bien. Alors, je vais pas vous dire que tout est parfait, que les récoltes sont toujours parfaites et que voilà, mais ça reste de l'agriculture. Mais en tout cas, il n'y a pas de difficulté économique et il y a une énergie qui est déployée par Vivian et Jolie pour développer ces nouveaux ateliers, ce qui est très intéressant. Sur la ferme de Louarban, ça va aussi très bien, même si bon, il a eu quelques difficultés au niveau de son bétail, de maladies. Il a quand même trouvé un bon équilibre. Il est bien entouré par ses salariés donc qui travaillent sur la ferme. Il a une trésorerie qui va bien, donc il continue à être très investi localement et
à prévoir quelques projets aussi de développement dans sa ferme. Donc, et il prépare aussi bientôt la retraite de ses salariés qui va arriver. Donc, il va falloir qu'il trouve aussi d'autres salariés. Donc ça, c'est des choses qu'il commence à anticiper d'ici 2, 3 ans. Et puis donc sur la troisième ferme, c'est la ferme de paysans boulangers à Ducrozes. Je sais pas si tu as des nouvelles, Nicolas, mais je crois qu'il va très très bien. Et qui même il a réduit la voilure pour pouvoir faire plus d'ultra trail parce qu'il vend très très bien. Ça s'arrache comme des petits pains pour le coup. Je crois que c'est qu'à de le dire, mais en tout cas il vend très très bien dans différents circuits directs. Ouais, exactement, Karine. Euh, Stéphane avait l'ambition au départ de prendre un peu plus, parce qu'il voulait produire plus, mais effectivement, il a un tel succès et un tel réseau qui est établi aujourd'hui qu'il a plutôt réduit la voilure. Parce qu'en plus d'être paysan boulanger, tu as raison, contrairement à moi. Lui, il fait des ultra trails et il s'y tient en plus. Il est motivé dans tout ce qu'il entreprend. Et non, non, c'est une vraie satisfaction. Vincent, je ne sais pas si sur la ferme de Louardan, tu veux rebondir. Ici, ben, Lucas, et donc il avait mis en place des marchés à la ferme. Et donc là, la dernière production, c'est de la production de pâtes bio aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un d'investi, de motivé. Donc ça fait plaisir ben, de voir que ben, le témoin a été passé avec aussi cette part de nouveauté. Voilà, donc c'est une belle chose. Super. Très bien. Alors les questions qui restent sont plus effectivement sur le fonctionnement de Fève en tant que tel. Il nous faudrait 1 heure de plus pour vous exposer tout ça. Donc Eva et moi, Eva qui organise le webinaire et moi-même, on a noté les questions et donc on vous fera des réponses à l'écrit avec le replay. Sachez aussi qu'on organise des sessions collectives à destination justement des porteurs de projets sur lesquels on présente voilà, le fonctionnement de Fève avec l'option d'achat, etc., la gestion de la foncière, comme l'a dit Karine, qui collecte les fonds, voilà, tout ça. Donc, on vous mettra tout ça dans le replay et voilà, avec plaisir pour échanger plus en profondeur sur le fonctionnement de FEV. Merci tous les trois pour du coup l'heure qu'on a passé Merci beaucoup. ensemble, d'avoir vu un peu le panel de ces 3 exemples de fermes qu'on a financées sur les territoires. Voilà, donc on retient une collaboration étroite entre FEV et la SAFER pour essayer de sécuriser les transmissions et de faciliter des installations. On vous envoie le replay comme je le disais. Merci pour votre temps. Je vous souhaite à tous un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et puis une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Merci Merci Nicolas. beaucoup. Merci Vincent. Au revoir à Merci. tous, au Merci revoir Au à Karine. toutes. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.